Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous BFM Politique. Émission spéciale aujourd'hui. Il faut instaurer un rapport de force avec l'Algérie. C'est ce qu'affirme le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau au lendemain de l'attentat qui a frappé Mulhouse. Eh bien justement, nous allons recevoir celui qui va être en charge de ces rapports, notamment avec l'Algérie. C'est Patrick Stefanini, représentant spécial du ministre de l'Intérieur sur cette question de l'immigration. Mais juste avant cela, c'est le journal avec Philippe Gaudin. Et l'actualité de cette mi-journée, c'était évidemment cette traque qui s'accélère pour retrouver les complices de Mohamed Amra. Au moins une dizaine de personnes sont en garde à vue ce matin. C'est une information BFM TV. 2 de ces arrestations ont lieu à Rouen. C'est là que vous vous trouvez, Boris Karlamov, et vous avez pu assister avec Bastien Moignou à ces 2 arrestations en milieu de la nuit. Absolument, il était peu avant 6 heures la nuit dernière quand une équipe de la BRI, 10 agents de la BRI ont pénétré dans l'un des quartiers où Mohamed Merah a grandi ici à Rouen. Il y a eu une toute première intervention aux alentours de 4h13. On a vu ces agents de la BRI se casquer, porter des boucliers, progresser dans la rue avant de pénétrer dans un immeuble. Il y avait également des enquêteurs et puis il y a eu une seconde intervention sous nos yeux, toujours la même équipe de la brigade de recherche et d'intervention qui cette fois-ci a pénétré dans un autre immeuble, toujours de ce même quartier où a grandi Mohamed Amra. Ils ont cette fois-ci, et sur cette interpellation-là, interpellé une personne qui est passée devant nous. Cette personne n'a pas manifesté de mécontentement, elle n'a eu de cesse de regarder ses pieds, elle n'a fait aucun commentaire avant de pénétrer donc dans le véhicule des enquêteurs. Selon les informations de BFM TV, ce sont donc une dizaine de gardes à vue qui sont en cours, des interpellations entre l'Espagne, la France et notamment ici à Rouen, avec donc le placement garde à vue d'un homme de 24 ans interpellé la nuit dernière à Rouen. Mais c'est donc l'illustration de la très forte mobilisation des agents de la BRI cette nuit pour tenter d'interpeller d'éventuels complices de l'évasion de Mohamed Amra ou d'éventuels logisticiens de ce narcotrafiquant. Document BFM TV signé Boris Karlamov et Bastien Moignou après l'arrestation de Mohamed Amra, donc hier à Bucarest où il a passé sa première nuit en prison. Dans l'actualité, également les suites de l'attaque terroriste hier après-midi à Mulhouse. 3 personnes proches de l'assaillant sont en garde à vue depuis ce matin. L'agresseur est un homme, vous le savez, de 37 ans. On a appris qu'il était sous OQTF. Il avait déjà été condamné pour apologie du terrorisme. Il a donc tué hier un passant de 69 ans et blessé grièvement un agent de la police municipale avant d'être interpellé. L'actualité, ce sont aussi ces inquiétudes de plus en plus grandes sur la santé du pape François. Ces médecins évoquent ce matin une nuit tranquille, mais évidemment, c'est très difficile à croire et à comprendre. Après, c'est communiqué qui avait été transmis hier par ses propres médecins qui parlaient d'un état critique et d'un pronostic réservé. Beaucoup de fidèles se rassemblent devant l'hôpital Gemelli pour apporter des fleurs et soutenir le pape François. Et puis un mot de l'étranger avec l'Allemagne et les Allemands qui se rendent aux urnes aujourd'hui pour élire leur parlement. Vous le voyez, le chancelier Olaf Scholz, en poste depuis décembre 2021, a voté à Potsdam ce matin. Son parti, les sociaux-démocrates, sont à la traîne. C'est l'AfD qui pourrait bien sortir grande gagnante en finissant 2e de ces élections, 2e force politique du pays, derrière l'alliance conservatrice, la CDU-CSU, qui devrait finir en tête ce soir, du moins selon les sondages. On suivra tout cela, bien sûr, sur BFM TV. Il est 12h03, c'est l'heure de BFM Politique. Vous retrouvez Guillaume Darey. BFM TV, BFM Politique, Guillaume Darey. Vous êtes bien sur BFM Politique pour une émission spéciale aujourd'hui. BFM Politique au plus proche de l'actualité. Nous recevons Patrick Stefanini. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le représentant spécial du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur la question de l'immigration. On a bouleversé notre programme parce qu'évidemment on est au lendemain de cette attaque terroriste qui a touché la ville de Mulhouse. À mes côtés pour vous interroger, Amandine Atalaya de BFM Politique, bien sûr, éditorialiste de BFM, et Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour Bruno. Juste avant de vous donner la parole, on va prendre la direction de Mulhouse, cette ville qui a donc été touchée par cette attaque hier. Et c'est la maire de cette ville qui nous attend, Michèle Lutz. Bonjour, merci de nous accorder quelques instants ce matin.
Première question, quel est l'état de santé des policiers qui ont été touchés par l'assaillant? Je rappelle, il y a une personne qui a été tuée, une personne d'origine portugaise qui a été tuée, personne de 69 ans à laquelle s'est prise l'agresseur. Où en sont les autres personnes qui ont été touchées? Eh bien, au moment où nous parlons, 2 personnes ont pu regagner immédiatement leur domicile hier soir. Il reste un seul agent du stationnement qui est encore hospitalisé en ce moment à Colmar pour des soins. Mais en tout cas, son pronostic vital n'est fort heureusement plus engagé et il va, on va dire, au mieux des circonstances. Alors, quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur la façon dont ça s'est déroulé? J'imagine qu'au fur et à mesure de la nuit, vous avez pu avoir de nouvelles informations. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre? Alors, on ne connaît pas encore la chronologie des événements, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce terroriste voulait s'en prendre à nos agents du stationnement. Donc ça, c'est une première chose. Malheureusement, vous l'avez dit, il y a une victime, un monsieur de 69 ans qui est décédé. Nous ne savons pas quelle est la chronologie quant à l'intervention de ce monsieur, puisqu'il faut attendre que les enquêteurs terminent leur travail. Et donc, c'est d'abord les agents du stationnement qui ont été impactés. Tout de suite après, la police municipale, les agents de la police municipale sont intervenus fortement puisqu'ils étaient en proximité et c'est eux qui ont réussi à juguler l'assaillant et à l'arrêter. Est-ce que cet assaillant était connu sur Mulhouse ou pas du tout? Alors, en tant que maire, je n'avais absolument pas connaissance de l'identité de ce monsieur. Je ne savais même pas qu'il était sur notre territoire et c'est d'autant plus grave qu'on ne sait pas toujours certaines choses, mais je comprends qu'il y a aussi une forme de respect, même si on parle du respect de l'identité d'un terroriste. Est-ce que vous avez pris de nouvelles mesures de sécurité pour votre ville après ce qui s'est passé hier? Alors oui, en ce qui concerne la police municipale, bien entendu, j'ai déjà échangé ce matin avec le sous-préfet. Monsieur le préfet, hier soir, m'a assuré aussi de forces policières supplémentaires pour le week-end. J'ai demandé des nouvelles également de la situation de Mulhouse. Pour l'instant, tout est calme, fort heureusement. Mais on sait que dans les prochains temps, effectivement, nous aurons des renforts en matière de police. Merci beaucoup, Madame la maire, d'avoir été avec nous ce matin dans ce BFM Politique spécial. Après cette attaque terroriste qui a donc touché votre ville de Mulhouse hier, où une personne de 69 ans a été tuée. Et on l'apprend à l'instant, effectivement, les pronostics vitaux des autres personnes ne sont plus engagés ce matin. Patrick Stefanini, je vous le disais, vous êtes représentant spécial du ministre de l'Intérieur. Le suspect, c'est un Algérien sous OQTF, fiché pour terroriste. 10 fois, la France a souhaité le renvoyer en Algérie. 10 fois, ça a été refusé. Finalement, malgré l'activisme de Gérald Darmanin hier, de Bruno Retailleau aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'illustration que nous, la France, nous sommes totalement impuissants? Non, c'est d'abord l'illustration de ce que l'Algérie ne respecte pas le droit international. Et lorsqu'on lui présente un de ses ressortissants, parfaitement documenté, parfaitement identifié, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, l'Algérie, pour des raisons incompréhensibles, refuse de le reprendre en charge. Je voudrais rappeler à vos auditeurs que l'auteur de ce crime qui s'est produit hier à Mulhouse est un ressortissant algérien qui est arrivé en France en 2014 et qui s'est signalé par des faits d'apologie du terrorisme dès le début de l'année 2023. Il a d'ailleurs à l'époque fait l'objet d'une OQTF, mais il a également fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 10 ans. Donc voilà un individu qui, depuis le premier semestre de l'année 2023, aurait dû en pratique quitter le territoire français pour être reconduit en Algérie. Les autorités algériennes ont toujours refusé de lui délivrer le laissez-passer consulaire dont nous avions besoin pour le renvoyer en Algérie, alors même que l'autorité préfectorale a fourni au consul d'Algérie en France des renseignements très précis sur la fratrie de l'intéressé, sur ses parents,
sur ses frères et sœurs. Donc l'identification de l'intéressé par les autorités algériennes n'aurait dû soulever aucune difficulté. Alors on va venir justement effectivement à ce bras de fer qui est engagé avec l'Algérie, mais déjà sur ce qui s'est passé malheureusement hier. Est-ce que, au vu de ce que vous savez, il y a des fautes, des erreurs qui ont été commises ou non ? Je ne connais pas dans le détail le déroulement des événements qui se sont produits hier après-midi à Mulhouse. Ce que je peux dire à vos auditeurs, c'est que l'intéressé non seulement était connu pour des faits d'apologie du terrorisme, mais qu'il souffrait également d'antécédents psychiatriques. Et là, on voit qu'on bute sur une difficulté extraordinairement sérieuse qui se pose malheureusement à la société française depuis des années. Soit vous êtes diagnostiqué comme étant un malade psychiatrique, mais dans ce cas-là, votre place doit être dans un établissement médical dont vous ne pouvez pas sortir. Soit on considère que les troubles dont vous souffrez sont bénins, et dans ce cas-là, la marche normale de la justice doit reprendre son cours, et l'intéressé doit être éloigné vers son pays d'origine, puisqu'à l'évidence, c'est un individu qui présente un risque majeur pour l'ordre public en France. Ce qui peut poser question, c'est qu'il était sous contrôle judiciaire et il a refusé de signer hier matin, alors qu'il aurait dû, sous contrôle judiciaire. Comment est-ce que c'est possible qu'un individu sous contrôle judiciaire puisse avoir un tel refus et repartir libre ? Alors, je ne sais pas s'il intéressait à refuser de signer ou s'il a refusé de pointer. Ce n'est pas la même chose. S'il a refusé de pointer, ça veut dire qu'il s'est dérobé à une des obligations qui pesaient sur lui en vertu de son assignation à résidence, qui consistait à revenir régulièrement au commissariat pour pointer. Et l'intéressé est à l'évidence, dans ce cas-là, fautif. Mais vous savez, il y a eu un enchaînement très rapide des faits. Il devait se présenter au commissariat, il ne l'a pas fait, et quasiment dans la foulée, il s'est rendu coupable de ce crime abominable. C'est une affaire qui synthétise malheureusement toutes les difficultés que la France rencontre avec l'Algérie en matière migratoire. Et je voudrais vous dire ce matin avec beaucoup de solennité que le moment est venu avec l'Algérie de changer la donne. C'est-à-dire ? D'abord, je vais citer quelques chiffres. L'année dernière, en 2024, les éloignements de ressortissants étrangers en situation irrégulière ou ayant troublé l'ordre public en France ont augmenté de 27%. De 27% par rapport. On part en effet, Bruno Jeudi, on part de très bas. Je vais être précis, je pense que vos auditeurs ont droit à la précision. Oui. En 2024, on a interpellé en France 147 000 étrangers en situation irrégulière. Et on en a éloigné effectivement 27 000. 27 000, c'est un chiffre en progrès de 27% par rapport aux résultats de l'année 2023. Donc 27% de progression, c'est bien, et en même temps, ça reste évidemment insuffisant par rapport au nombre total d'interpellations d'étrangers en situation irrégulière. Et si on prend le cas particulier de l'Algérie, on constate que l'année dernière, en 2024, les éloignements à destination de l'Algérie ont augmenté de 17% seulement. Je vous rappelle que la moyenne, c'est 27%. Et si on prend le cas des autres pays du Maghreb, à destination du Maroc, l'année dernière, les éloignements ont augmenté de 50%, et à destination de la Tunisie, de 46%. Donc l'Algérie n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, le bon élève en matière d'éloignement. Vous illustrez là les difficultés, la relation difficile qu'il y a entre la France et l'Algérie actuellement, sur le plan diplomatique et sur bien d'autres plans, et sur le plan aussi de la sécurité. Quelles mesures dont dispose le gouvernement, et donc le ministre de l'Intérieur, pour pouvoir, quel levier il a pour essayer d'améliorer cette possibilité de renvoyer chez eux des ressortissants qui commettent des fautes. Alors, je voudrais rester d'abord un instant sur le diagnostic, avant de revenir à la thérapie, si j'ose dire. Ce qui pose problème aussi avec l'Algérie, c'est l'imprévisibilité du comportement et des décisions qui sont prises par les autorités consulaires algériennes. Vous voyez, on avait ici affaire à un individu qui était parfaitement identifié, et l'Algérie a refusé de le reprendre. Ça n'est pas la première fois.
vos auditeurs, vos téléspectateurs ont tous en tête le cas de l'influenceur, à l'encontre duquel Bruno Retailleau avait pris une décision d'expulsion dans le courant du mois de janvier. Et lui aussi était parfaitement identifié. Il était d'ailleurs en possession d'un passeport en cours de validité. Donc, dans le cas de cet influenceur, nous n'avions même pas à solliciter un laissez-passer consulaire. Et pourtant, l'Algérie a refusé de le reprendre. Mais Patrick Stefanini, juste regardez, quand le ministre de l'Intérieur dit justement qu'il faut durcir le ton, on va l'écouter. Regardez ce qu'il disait hier soir. On va essayer de voir concrètement avec vos diagnostics comment on peut travailler ou pas avec l'Algérie. Écoutez Bruno Retailleau. La France a tendu la main. Quelles que soient les plaies parfois vives de l'histoire, aucun pays, quelle que soit l'histoire qui peut nous séparer, n'a un droit de tirage pour humilier la France. Je suis partisan, puisque la méthode douce a été utilisée avec l'Algérie, de poser un rapport de force. Donc moi je suis pour ce rapport de force, parce que je vois bien qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français. Le rapport de force, concrètement, ça veut dire quoi? Quand il dit qu'il faut passer au rapport de force. Alors d'abord, je suis très frappé par l'émotion qui étreint le ministre de l'Intérieur hier soir alors qu'il est à Mulhouse et qu'il a rencontré les policiers municipaux et les policiers d'État qui ont fini par arrêter cet individu extraordinairement dangereux. Et je voudrais dire que, s'agissant du ministère de l'Intérieur, vous l'avez rappelé d'ailleurs, nous sommes allés au bout de ce que nous pouvions faire. Ça veut dire quoi? L'autorité préfectorale a demandé à 10 reprises au consul d'Algérie compétent pour délivrer le laissez-passer de délivrer ce laissez-passer. Et nous nous sommes heurtés à un refus. Ça veut dire qu'il faut changer la donne et qu'il faut maintenant que le Premier ministre et le Président de la République, et je pense notamment au Président de la République parce que c'est lui qui négocie les traités et qui les signe au nom de la France, le moment est venu de poser à l'Algérie la question de la remise en cause de l'accord de 1968. Cet accord, il est complètement obsolète. Il est complètement obsolète. Il a été négocié et signé dans les années qui ont suivi l'indépendance de l'Algérie, à un moment où la France comptait encore en Algérie une communauté française très importante, et à un moment où on pensait que les relations entre ces deux pays allaient rester très étroites. Jusqu'alors, le président de la République n'a pas été suffisamment dur avec l'Algérie, vous le trouvez? Jusqu'à maintenant, la question de la renégociation de cet accord, je n'ai pas dit de sa dénonciation, mais la question de sa renégociation... Il faut dire à nos téléspectateurs qu'il a été renégocié déjà 3 reprises, il me semble. Bruno Jeudi. Il a été amputé de cette facilité qu'il y a pour les ressortissants des deux pays de passer de l'un à l'autre. Il a été renégocié sur des points tout à fait mineurs. Cet accord est aujourd'hui totalement obsolète. Il encourage une immigration familiale massive en provenance d'Algérie, alors que la politique française d'immigration, depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, est une politique d'immigration choisie qui vise à favoriser la venue en France, soit des étudiants, soit des travailleurs. Et alors, très concrètement... Cet accord est totalement obsolète et on voit bien à travers, encore une fois, l'imprévisibilité des décisions prises par les autorités algériennes en matière de délivrance de laissez-passer consulaires, qu'aujourd'hui cet accord n'est absolument plus satisfaisant pour la France. Est-ce qu'il faut il faut donc désormais dire aux autorités algériennes que nous souhaitons renégocier cet accord et que nous souhaitons le renégocier de fond en comble, comme nous l'avons fait. Et à l'époque, j'ai été un des négociateurs de la renégociation de l'accord avec la Tunisie, qui est intervenu en 2008. Nous étions liés à la Tunisie par un accord qui ressemblait beaucoup à notre accord avec l'Algérie. Il y a eu, en 2008, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, une volonté politique de renégocier l'accord avec la Tunisie, et nous sommes parvenus à le renégocier. Eh bien, Patrick Stefanini, il faut faire la même chose avec l'Algérie, et il faut que cette renégociation englobe naturellement le sujet qui préoccupe aujourd'hui vos téléspectateurs, c'est-à-dire le sujet de la réadmission en Algérie des ressortissants algériens qui vivent en France de manière clandestine ou qui ont troublé l'ordre public. Et il faut en finir. Non, laissez-moi terminer. Il faut en finir avec un certain nombre de faux semblants. Moi, j'étais sur votre plateau il y a 3 semaines avec Madame Ségolène Royal. Et c'est tout juste si je ne me suis pas fait reprocher
que les décisions de Bruno Retailleau étaient une forme de provocation à l'égard de l'Algérie. Voilà ce qu'a dit Mme Ségolène Royal sur votre plateau. Et elle a dit, il faut être plus gentil avec l'Algérie, il faut discuter, c'est un partenaire historique, etc. Eh bien, voilà ce sur quoi on débouche aujourd'hui avec le drame de Mulhouse. Et malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri que d'autres drames de ce type se produisent. Donc le moment est venu d'élever le ton, de changer la donne et de dire avec beaucoup de clarté aux Algériens, nous voulons renégocier l'accord de 68 et nous voulons renégocier de manière plus globale l'ensemble de notre politique migratoire avec l'Algérie. En un mot, juste Patrick Stefanini, en un mot, comment vous qualifiez l'attitude des autorités algériennes? En un mot. Dilatoire et imprévisible. Et donc inadmissible. Est-ce que le risque de cette attitude du rapport de force, ce n'est pas de se mettre définitivement, c'est déjà le cas, mais complètement à dos l'Algérie et de ne plus jamais rien obtenir, ni de renégociation du traité, ni d'efforts pour reprendre leurs ressortissants? Et la question qui subsidiaire, c'est est-ce que nous n'avons pas été jusque-là naïfs dans notre rapport avec l'Algérie en faisant des efforts pour que ça aille mieux, sur par exemple le dossier du Sahara occidental, en tournant un peu le dos au Maroc? Est-ce que la seule façon que ça se passe bien avec eux, ce n'est pas d'avoir un minimum d'entente? Pour renégocier un accord, madame, il faut être deux. Donc en effet, il faudra bien trouver les bases d'une entente avec l'Algérie. Mais ce qui est désolant dans la situation actuelle, c'est que ça fait des années qu'un certain nombre d'observateurs, dont je fais partie, disent que l'accord de 68 est obsolète et qu'il faut le renégocier. Nous n'avons pas attendu, je voudrais insister sur ce point, nous n'avons pas attendu la crise diplomatique récente qui est liée au choix qui a été fait par le président de la République d'appuyer la position du Maroc sur la question du Sahara espagnol, de l'ancien Sahara espagnol. Nous n'avons pas attendu ce tournant diplomatique pour dire que cet accord migratoire était dépassé et qu'il fallait le renégocier. Donc, nous n'allons pas aujourd'hui vous dire qu'à cause de cette crise diplomatique, nous allons renoncer à notre objectif qui est la renégociation de cet accord. Nous en avons besoin. Naturellement, madame, quand on négocie un accord, on est deux partenaires autour de la table, et on cherche le meilleur compromis possible. Mais ce qui pose difficulté dans la situation d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune discussion sur ces sujets avec l'Algérie. Patrick Stefanini, je vous posais question courte, réponse courte. Est-ce qu'il faut suspendre les relations diplomatiques, oui ou non? Non, ça c'est une question qui dépasse totalement ma zone de compétence. Il faut renégocier l'accord de 68. Et cette négociation, elle fait partie d'une relation diplomatique complexe qui va bien au-delà des compétences du ministre de l'Intérieur avec l'Algérie. Elle doit donc être portée et par le Premier ministre et par le Président de la République. Mais dans cette négociation, la question migratoire est une question majeure. Dans l'arsenal des mesures sur lesquelles le ministre de l'Intérieur, la France, peut agir, il y en a d'autres. On peut aussi durcir notre relation avec l'Algérie sur d'autres points. Je pense par exemple à la question des visas que nous délivrons. Est-ce que ça, c'est un levier qui peut permettre au ministre de faire levier sur les autorités algériennes? Il y a la question... 13% de notre gaz vient de l'Algérie. Est-ce que ça, c'est un levier aussi qui peut faire réagir les autorités algériennes? Bruno Jeudi, vous venez de prendre deux exemples qui n'ont, excusez-moi de vous le dire, rien à voir l'un avec l'autre. Oui, mais ça fait partie ça peut être des mesures de rétorsion. Ça fait partie d'un rapport de force. La question du gaz, c'est pas une question qui relève des compétences du ministre de l'Intérieur. Non. Et en effet, vous avez raison, ça fait partie d'un rapport de force qui pourrait être instauré. Et moi, j'ai tendance à penser que... plus la France sera indépendante sur le plan énergétique de pays comme l'Algérie, mieux elle se portera. L'autre question, c'est la question des visas. Là, nous sommes sur une compétence partagée entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères. Donc on peut en effet, comme l'avait fait d'ailleurs en son temps Xavier Dréancourt lorsqu'il était ambassadeur en Algérie, diminuer le nombre des visas accordés à des ressortissants algériens. Mais cette politique, elle a des limites. Nous avons en France une communauté algérienne importante. C'est même, sur notre territoire, la communauté étrangère la plus importante. Nous n'allons pas interdire aux ressortissants algériens qui vivent en France de circuler entre la France
et l'Algérie. Donc nous serons toujours contraints de délivrer un nombre minimum de visas. Il ne faut pas biaiser devant la difficulté. La difficulté, c'est l'accord de 68 et c'est les conditions dans lesquelles l'Algérie procède à la réadmission sur son territoire des clandestins et des Algériens qui troublent l'ordre public en France. Patrick Stefanini. Il ne faut pas biaiser devant cette difficulté. Vous restez avec Il faut nous. maintenant l'affronter. On vous retrouve dans quelques instants. On entendra notamment la toute première réaction de Jordan Bardella, le patron du RN, qui s'est exprimé sur cette attaque terroriste. Vous êtes bien sur BFM Politique, une émission spéciale ce matin au lendemain de l'attaque terroriste qui a touché la ville de Mulhouse et qui a fait une victime. Notre invité Patrick Stefanini est encore avec nous, représentant spécial du ministre de l'Intérieur. Merci d'être avec nous. Et puis, Driss Ait Youssef, on va vous demander un éclairage dans quelques instants. Vous êtes un spécialiste des questions justement de sécurité. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. On vient d'apprendre justement ce matin qu'il y a actuellement 4 personnes en garde à vue. L'assaillant, 2 personnes de son entourage familial, mais également une personne qui le logeait. Une attaque qui a bien sûr fait réagir de nombreux responsables politiques. Le dernier en date, c'est le patron du Rassemblement national. Il est actuellement au Salon de l'Agriculture. Écoutez Jordan Bardella au micro de Léopold Haudebert. Il y a beaucoup aujourd'hui de problèmes qui touchent notre pays, des problèmes qui se répètent. Et s'agissant de ce type de profil et de ce type d'attaque terroriste, à chaque fois, ce sont systématiquement les mêmes personnalités, les mêmes profils, des gens qui sont fichés, qui sont suivis pour leur proximité avec le fondamentalisme islamiste et que nous n'expulsons pas du territoire français. Donc le ministre de l'Intérieur il fait énormément de communication, mais maintenant il faut agir ou partir. Vous voyez, parce que les effets de com, c'est très beau quand on est à la télévision, mais quand on n'agit pas derrière, c'est la sécurité des Français qui est en jeu. Bruno Retailleau, il fait de la com, Patrick Stefanini, il doit agir ou partir, dit Jordan Bardella. Non, Monsieur Bardella parle beaucoup, mais Bruno Retailleau, lui, il agit au quotidien. Je rappelle à l'ensemble de vos téléspectateurs que le nombre des éloignements d'étrangers clandestins ou fauteurs de troubles à l'ordre public a augmenté l'année dernière de 27%. Donc voilà un premier résultat. Et je rappelle que Bruno Retailleau n'est ministre de l'Intérieur que depuis le mois de septembre. Alors, mais ça ne peut pas être grâce à lui quand ça fonctionne et pas de sa faute quand il y a un dysfonctionnement. Donc je reviens sur le rapport de force, puisque hier soir Bruno Retailleau a dit qu'il fallait établir désormais avec l'Algérie un rapport de force. Et je voudrais rentrer dans le détail et voir quels sont les instruments dont la France dispose. Le prédécesseur de Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, avait essayé d'agir en limitant le nombre des visas de court séjour accordés à des ressortissants algériens. Le problème, c'est que cette politique était largement vouée à l'échec puisque, dans le cadre de Schengen, la délivrance des visas de court séjour est mutualisée entre les pays européens. Ça veut dire que lorsqu'un ressortissant algérien se présente au consulat de France et n'obtient pas son visa de court séjour, il peut sans difficulté aller en demander un au consulat d'Espagne ou au consulat d'Allemagne, pour prendre 2 exemples précis. Si on veut changer la donne de nos relations migratoires avec l'Algérie, il faut agir sur un tout autre levier, sur le levier des visas de long séjour. Là, la France est souveraine, comme n'importe quel autre État membre de l'Union européenne, elle est seule à décider du nombre des visas de long séjour. C'est cela qu'il faut restreindre. C'est sur cela qu'il faut agir, par exemple. Et derrière la restriction de la politique de délivrance des visas de long séjour, il faut, j'y reviens, remettre en cause l'accord de 68 et proposer aux Algériens d'entrer vraiment dans la renégociation de cet accord. Question d'Amandine Atalaya sur ce que certains décrivent quand même comme le mur de la réalité que Bruno Retailleau est peut-être en train d'affronter pour la première fois. Oui, c'est ce que sous-entend, voire dit clairement Jordan Bardella, c'est-à-dire qu'il y a des promesses de changement et en réalité, vous constatez que ce n'est pas entre vos mains et que si l'Algérie n'y met pas du sien, on sera éternellement confronté au même problème. Est-ce que Bruno Retailleau ne se heurte pas tout simplement à la réalité ? Non, Bruno Retailleau se heurte simplement au fait qu'il n'est que ministre de l'Intérieur et que la remise à plat de nos relations avec l'Algérie, la nouvelle donne que Bruno Retailleau appelle de ses vœux, passe par l'action du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères naturellement, du Premier ministre et du président de la République. Mais sur ce qui est entre vos mains, est-ce qu'il faudrait, par exemple,
autre solution, un projet de loi immigration, mais pour cette fois, par exemple, étendre la durée de rétention dans les centres de rétention. Ça avait été à un moment donné une proposition de Bruno Retailleau pour remettre en place le délit de séjour irrégulier. Toutes ces mesures qu'avait proposées la droite et qui ne sont toujours pas mises en œuvre pour le moment. Alors, toutes ces propositions restent d'actualité. La situation politique à l'Assemblée nationale n'a pas permis jusqu'à maintenant à Bruno Retailleau de porter à nouveau une grande loi immigration. En revanche, comme vous le savez, un certain nombre de propositions de loi ont été déposées, notamment au Sénat, par des personnalités qui sont proches de Bruno Retailleau. Ces propositions de loi vont venir en discussion dans les semaines et dans les mois qui viennent, et elles vont permettre d'agir sur plusieurs des leviers que vous avez mentionnés. Je pense notamment à la durée de rétention. Regardez le dossier qui nous préoccupe ce matin et le drame qui s'est produit hier à Mulhouse. On est allé jusqu'au terme du délai de rétention pour cet individu, pour l'assaillant. Oui, il a fait ses 90 jours. Il a fait ses 90 jours. On pouvait même ajouter 30 jours, je crois, sous réserve de décision de justice. Mais ça ne suffit pas. Pour un certain nombre de ressortissants, qui sont des ressortissants particulièrement dangereux, originaires de pays avec lesquels nous avons du mal à obtenir les laissez-passer consulaires, il faut que la rétention soit beaucoup plus longue. Et c'est la raison pour laquelle Bruno Retailleau a souhaité que pour un certain nombre d'individus, on puisse aligner la durée de rétention sur celle qui est aujourd'hui applicable en matière de terrorisme. Patrick Stefanini, vous dites que la remise en cause de cet accord de 1968, ça relève notamment du président de la République. Ça veut donc dire que si cela n'est pas fait, la faute en reviendra au président de la République. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est dans la Constitution de la Ve République, c'est le président de la République qui conduit la politique étrangère de la France et qui signe les traités. Donc la responsabilité politique de ce qui se passe avec l'Algérie aujourd'hui, si rien ne bouge, c'est celle du président de la République. Ça n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour remettre à plat, et nous en avons besoin, nos relations, notamment dans le domaine migratoire avec l'Algérie, nous en sommes parvenus au point où il faut une initiative du président de la République. Bruno, je dis question sur l'un des projets du ministre de l'Intérieur dont vous avez été chargé, qui est de chercher des pays avec lesquels on pourrait passer des accords pour renvoyer justement ces personnes que la France ne souhaite plus voir sur son territoire. Oui, Bruno Retailleau s'est déjà exprimé sur le sujet de créer des sortes de hubs à l'extérieur de nos frontières dans des pays tiers qui pourraient permettre de reconduire à l'extérieur de nos frontières ces clandestins ou ces personnes étrangères qui auraient commis des fautes sur notre territoire. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que le projet du ministre a avancé concrètement ? Alors, ce que voudrait faire Bruno Retailleau, et qui est très important, c'est qu'un certain nombre de pays par lesquels transitent des étrangers qui viennent ensuite s'installer sur le territoire français de manière irrégulière, que ces pays de transit acceptent de reprendre les ressortissants, non seulement leurs propres ressortissants, mais également les ressortissants de pays tiers. Je vais prendre un exemple. Vous avez aujourd'hui des ressortissants soudanais ou maliens qui passent par le territoire de la Tunisie pour venir ensuite en Europe, en Italie d'abord, puis en France. La Tunisie reprend, dans des conditions qui sont sans doute perfectibles, mais reprend aujourd'hui ses propres ressortissants. Nous souhaiterions que des pays comme la Tunisie, qui voient transiter par leur sol des ressortissants de pays tiers, acceptent de reprendre ces ressortissants de pays tiers. Est-ce qu'il y a déjà certains pays qui ont donné leur accord ? Et nous avons engagé des discussions avec une série de pays. Et en effet, la lettre de mission qui m'a été adressée au mois de novembre par Bruno Retailleau porte précisément sur ce sujet. Et certains pays ont signé des accords de ce type. Je vais prendre un exemple très concret, qui est l'accord signé avec le Kazakhstan. Alors vous allez me dire, le Kazakhstan ne fait pas partie des pays qui ont en France une communauté importante, mais en revanche, le Kazakhstan est un pays qui est proche de l'Afghanistan.
n'a pas de frontière avec l'Afghanistan, mais qui est proche de l'Afghanistan. Et l'accord conclu avec le Kazakhstan permet la réadmission dans ce pays de ressortissants de pays tiers. En un mot, il y a combien de pays avec lesquels on a passé un accord? En un mot. Il y a le Kazakhstan, il y a des accords qui sont sur le point d'être signés. Avec combien de pays? Juste un nombre, je ne vous demande pas de les citer. 6 ou 7 pays. Merci beaucoup. Driss Saïd Youssef, je le disais, vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité globale. On évoque ce qui s'est passé hier à Mulhouse avec Patrick Stefanini, depuis hier sur l'antenne de BFM TV, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement dans cette attaque? Est-ce qu'elle est malheureusement traditionnelle de ce qu'on a pu voir ces derniers mois, ces dernières années, ou il y a un élément particulier qui vous a sauté aux yeux? Il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'on a affaire à un profil qui, depuis maintenant quelques années, le profil classique qu'on retrouve, ça veut dire atteint, j'ai envie de dire, de troubles psychiatriques ou psychologiques. Donc c'est à peu près la moitié des individus ayant commis un attentat sur notre territoire depuis 2018. Ça veut dire sur 9 personnes, on en a plus de la moitié. Et ensuite, on voit bien que l'administration a plutôt bien fonctionné, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire que c'est un individu qui est arrivé de manière illégale sur notre territoire en 2014, qui a fait l'objet d'une judiciarisation et qui a fait l'objet d'une condamnation, notamment pour apologie du terrorisme, effet quand même assez rare. C'est-à-dire que le juge l'a interdit définitivement de territoire. Donc il a été emprisonné, et de la prison, il a immédiatement été transféré dans un centre de rétention administrative pour être expulsé dans son pays. Donc à la fois, la machine judiciaire et administrative ont plutôt bien fonctionné. C'est un élément extérieur, c'est-à-dire le refus de l'Algérie à 10 reprises de le reprendre, qui a à un moment donné conduit inévitablement à effectivement cet attentat absolument inacceptable. Donc on a ces deux éléments qui sont rentrés en compte. On a tradition de dire que justement il y a désormais essentiellement cette menace endogène, si j'ose dire, venue de l'intérieur, et que la menace terroriste venue de l'extérieur n'existerait plus. Est-ce qu'on va un peu trop vite quand on dit cela, ou est-ce que c'est vraiment le cas? Ah non. La menace endogène, elle est encore très présente et elle inquiète d'ailleurs les services de exogène, vous voulez dire? Menace qui vient de l'extérieur. Exactement. La menace exogène est une menace très présente qui inquiète les services de renseignement qui sont par ailleurs très mobilisés. On le voit bien effectivement sur la montée en puissance des organisations terroristes, que ce soit effectivement en Afghanistan ou dans d'autres pays, et y compris dans le sud Sahel. On voit bien qu'il y a une montée en puissance. Et puis sur la menace endogène, avec plus de 5000 individus qui font l'objet d'un suivi particulier des services de renseignement, en plus de ces individus qui sont emprisonnés. Donc ça fait partie effectivement de ces menaces qui sont prises en compte par l'administration. On entend de nombreux responsables politiques dire aujourd'hui que cet attentat est dû à cet acte terroriste est dû à l'immigration. Est-ce qu'il y a, à vos yeux, en tant que docteur en droit, une multiplication d'actes dus à l'immigration? Est-ce que ce sont des fadaises politiques? Moi, je fais... Si on prend le profil de l'individu, on va forcément dire qu'on a un sujet avec l'immigration. Moi, j'ai plutôt tendance, effectivement, à séparer un petit peu les deux. On a, c'est vrai, des individus qui, reprenons les frères Kouachi, reprenons Amélie Coulibaly, reprenons Mohamed Merah. Ce sont des individus qui ont commis des attentats sanglants sur notre pays et qui sont nés sur le territoire de la République et qui ont fréquenté les écoles de la République. Donc, on peut toujours, quelquefois, faire un lien entre l'immigration et le terrorisme. Je suis pas sûr que ce soit de nature, à un moment donné, à alimenter le débat de manière objective sur comment fait-on pour prévenir la menace, pour prévenir l'action terroriste sur notre territoire. Patrick Stefanini, je vois que ça vous a fait réagir. Oui, parce que j'ai sur vous un privilège dont je me passerai volontiers, qui est le privilège de l'âge. Et donc, j'étais déjà en fonction au ministère de l'Intérieur dans les années 80. La France n'était pas épargnée par le terrorisme dans les années 80. Souvenez-vous des attentats de 86 notamment. Ces attentats, ils étaient commis par des terroristes venus de l'étranger, qui venaient sur le territoire national commettre des actes terroristes. Khaled Kelkal. Oui. Malheureusement, on constate, et votre invité l'a dit avec beaucoup de pertinence, on constate qu'aujourd'hui, même si la menace exogène n'a pas disparu, c'est la menace endogène qui est aujourd'hui la plus importante, c'est-à-dire c'est la présence sur notre territoire de ressortissants étrangers qui s'y sont installés, soit sous couvert d'un visa, soit sous couvert d'un titre de séjour, soit de manière clandestine, qui malheureusement débouchent sur des drames du type de celui que nous avons vécu hier à Mulhouse. Alors, je ne crois pas que ce soit particulièrement pertinent sur ce plateau de vouloir organiser un débat sur le lien entre le terrorisme et l'immigration. Ce lien, malheureusement,
il a été établi à plusieurs reprises au cours des 20 dernières années. Ce qu'il faut, c'est faire le point sur la manière dont la France peut aujourd'hui mieux se protéger contre ces périls. Et le ministre de l'Intérieur dispose d'instruments, notamment l'expulsion des étrangers qui présentent une menace grave pour l'ordre public. La justice elle-même n'est pas inactive. Vous avez rappelé à juste titre, et je l'avais dit au début de l'émission, que l'assaillant d'hier, il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la mise à exécution des décisions souveraines prises notamment par la justice au nom du peuple français. Bruno Jeudi, je vous donne la parole dans une seconde. Juste, Driss, une question. On disait, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont sortir de prison. Comment on les gère, des personnes qui ont été emprisonnées pour terrorisme? Est-ce que c'est la menace, j'allais dire de demain, mais déjà d'aujourd'hui? Oui, c'est une menace, d'autant plus que ceux qui vont sortir, environ 70 cette année, sont des individus condamnés pour des faits de terrorisme. Donc vous avez d'une part des services de renseignement, notamment la DGSI et le renseignement territorial, qui, en fonction de la dangerosité de l'individu, prendre en charge. Et puis vous avez l'autorité administrative qui sait prononcer ce qu'on appelle des MICAS, des mesures individuelles de contrôle administratif de surveillance. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller pointer ou alors rester à leur domicile, etc., mais qui ne sont pas non plus infaillibles. Donc on l'a vu, l'histoire récente nous a démontré que même avec des mesures administratives de surveillance, il pourrait commettre un attentat. Y compris hier, semble-t-il, sous réserve d'avoir plus d'éléments sur l'enquête, l'individu se promenait dans les rues de Mulhouse en criant des Allah Akbar, semble-t-il. Donc, il a pu continuer quand même un certain temps. Donc, la mesure individuelle, visiblement, est faillible également dans la façon de le surveiller. Ah oui, absolument, puisque la mesure administrative, elle pèse sur vos épaules, c'est une charge, vous devez aller au commissariat, vous devez faire un certain nombre de déclarations, vous ne devez pas apparaître sur un territoire, mais vous pouvez parfaitement vous en passer, si vous avez décidé de vous en passer et aller commettre un attentat. Donc elle a ses limites, mais vous avez des services de renseignement, en fonction de la dangerosité de l'individu, ils font un travail assez formidable. Je rappelle qu'on a eu des attentats déjoués ces dernières années, importants, 9 l'année dernière, dont 3 qui effectivement préparaient des actions violentes contre les Jeux olympiques et paralympiques. Et aucun attentat en 2024. Voilà, donc on en a eu en 2023 au pont de Bir Hakeim qui a causé un mort. Donc on voit bien que les services de renseignement sont très mobilisés. Vous avez des individus qui vont sortir, qui présentent une menace extrêmement grave pour l'ordre et la sécurité publique. Certains ont renoncé à organiser ou en tout cas commettre des attentats sur notre territoire, et il n'en demeure pas moins que ce sont des individus qui resteront radicalisés et qui posent un véritable problème en matière de séparatisme. Vous qui connaissez parfaitement cette question, est-ce qu'il y a des façons de faire dont la France peut s'inspirer à l'étranger? Comment font les autres pays qui peuvent être confrontés à ce type de problème, ou est-ce que c'est un cas un peu particulier en France? Non, d'autres pays vivent des moments, hélas, difficiles. Nous avons la chance, en France, d'avoir dans notre arsenal judiciaire une qualification qui s'appelle association de malfaiteurs terroristes, et qui permet de prévenir, j'ai envie de dire, la commission d'un attentat. Et dès lors que des individus, en concertation de leur propre volonté, imaginent même commettre un attentat, à ce moment-là, le juge judiciaire peut intervenir. Et voilà. Donc nous avons des individus. Et pour les questions de rétention, d'expulsion ou autre, est-ce qu'il y a des pays où ça fonctionne mieux? Alors, vous avez par exemple, si on parle de centre de rétention, on a 2000 places dans un LRA, donc local de rétention administrative ou centre de rétention administrative, 2000 places. Le ministre de l'Intérieur souhaite faire porter à 3000 d'ici 2027. En Allemagne, c'est 12 mois. En Italie, c'est 18 mois. On voit bien que la réflexion en France, elle est d'augmenter de manière assez légitime, finalement, la capacité pour l'autorité administrative de conserver des individus dans des centres, pour peu que le juge judiciaire, en l'occurrence le JLD, qui peut donner son mot, mais tout ça, ça reste évidemment conditionné à la nature des accords que nous avons à un certain nombre de pays, parce que si les pays ne répondent pas ou refusent, on peut pas les garder indéfiniment dans un centre de rétention administrative. Ça, c'est pas possible. En fait, le sentiment, quand on vous écoute tous les deux, malheureusement, il est celui d'une forme d'impuissance totale. C'est-à-dire, en tout cas, face à ce type d'individu, est-ce qu'on est condamné à subir? Non, parce que je pense qu'on sous-estime quelquefois le poids de l'Europe. Je pense qu'à un moment donné, quand nous avons quelques difficultés, je rappelle qu'il existe des dispositifs européens qui permettent notamment de centraliser au travers de systèmes d'information les demandes d'asile dans un certain nombre de pays de l'espace Schengen. Je pense que l'Europe doit hausser le ton, elle doit parler d'une voix commune. Patrick Stefanini le disait à juste titre, sur les courts et les longs séjours, on n'a pas du tout la même philosophie avec un certain nombre de pays européens. Je pense qu'il faut qu'il y ait une dynamique qui soit commune, parler à des pays qui refusent à un moment
donné, de reprendre des individus que nous ne voulons plus sur notre territoire. Je pense que ça peut marcher que si et seulement si il y a une voix qui est forte au niveau de l'Europe. Patrick Stefanini, vous avez 1 minute. Alors, 2 pistes de progrès. La première, c'est d'améliorer l'articulation entre ce que fait le ministre de l'Intérieur et ce que fait la justice. Car cet individu, il a d'abord été placé en prison pendant quelques mois. C'est pendant sa période d'incarcération qu'il aurait fallu préparer son éloignement vers l'Algérie. Et là-dessus, je pense que nous avons une vraie piste de progrès. À législation constante. La deuxième piste de progrès, elle nous vient des États-Unis. Et même pas des États-Unis de Donald Trump. Elle nous vient des États-Unis depuis plusieurs années. Aux États-Unis, le contingent des personnes admises au séjour est indexé sur le nombre des clandestins qui sont repris par leur pays d'origine. Donc on établit un lien entre la délivrance des autorisations de séjour et le nombre de réadmissions que l'on obtient dans le pays d'origine. Voilà une piste qui pourrait, alors évidemment il faudrait modifier notre législation, mais voilà une piste qui pourrait, me semble-t-il, être explorée. Merci beaucoup Patrick Stefanini, merci beaucoup Driss Haït Youssef d'avoir été avec nous ce matin, merci Amandine, merci Bruno.